Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, après un séjour à Matadi dans le Congo central pour l'aménagement du pont Maréchal. Je suis de retour donc avec vous pour cette rétrospective de la semaine et aujourd'hui je suis heureuse de recevoir un jeune qui est président de la Ligue des jeunes. Donc permettez la tautologie, président de la Ligue des jeunes du PPRD. Vous l'avez sans nul doute deviné, je reçois ce dimanche Patrick Kanga. Très heureuse de vous recevoir, Patrick. Merci, madame. La Ligue des jeunes du PPRD, c'est votre fonction. Vous en avez pris la tête. Comment ça se passe? Les jeunes vous écoutent, vous parlez, il y a démocratie. Comment ça se passe? Vous éduquez la masse, les jeunes, aujourd'hui? Ça se passe très bien. Notre parti est un parti démocrate. La charge est grande. Il s'agit de la gestion de tous les jeunes PPRD à travers toute la République. C'est un travail que nous avons amorcé, donc il se poursuit. Mais les jeunes aujourd'hui, j'y reviens parce que la jeunesse, c'est l'avenir. La jeunesse, ce sont eux qui vont diriger le pays demain. Est-ce que vous leur parlez de la gestion du pays? Vous leur parlez, est-ce que vous leur offrez un rêve, comment dirait le rêve américain? Y a-t-il un rêve congolais? Bien sûr, je pense que notre pays a encore tous les atouts devant lui pour que l'on se permette d'espérer en des jours meilleurs. Et je crois que nous nous entretenons souvent avec des jeunes sur plusieurs aspects de la vie. Il n'y a pas que la politique, il y a autant de thèmes qui concernent la jeunesse et nous nous entretenons avec eux sur toutes ces matières. Et qu'est-ce que les jeunes pensent de leur pays en fait? Prenons peut-être sur le plan économique, parce que la politique, sur le plan économique, qu'est-ce que les jeunes disent? Est-ce que vous leur offrez peut-être un pôle emploi? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes désœuvrés aujourd'hui. Comment vous parlez de ce secteur stratégique et l'emploi des jeunes? Même en Europe, ça pose problème, l'emploi des jeunes. Oui, l'emploi des jeunes pose un problème partout au monde, mais bon, la mission traditionnelle d'un parti n'est pas celui-là que de résorber la problématique de l'emploi. Mais nous ne pouvons pas, compte tenu du contexte dans lequel nous évoluons, nous ne pouvons pas faire fi de cette problématique. Donc nous essayons tant soit peu, en tant que parti politique, en tant que fait privé, en tant qu'une structure des jeunes, de voir dans la mesure du possible comment est-ce que nous pouvons y remédier en accordant une formation continue qui est assurée par la vice-présidente en charge de l'emploi et de la jeunesse désœuvrée, et en voyant dans la mesure du possible comment octroyer une formation à ceux qui ne l'ont pas. Parce que pour accéder ou pour être prenable dans le secteur de l'emploi, il faut avoir une formation, il faut avoir certaines aptitudes, certains prérequis. Il y a des jeunes que nous avons au niveau du parti qui n'ont pas cette formation. À ceux-là, nous octroyons d'abord la formation, notamment à l'INPP, et voir dans la mesure du possible comment ils peuvent maintenant se rendre utiles après avoir recueilli ces prérequis. Nous essayons de les accompagner, voir dans la mesure du possible comment est-ce qu'ils peuvent obtenir tel ou tel autre marché, comment ils peuvent se constituer en corporation. Donc il y a des mesures d'encadrement continu pour accompagner ces jeunes jusqu'à ce qu'ils puissent avoir un emploi. La dernière question par rapport à la Ligue des jeunes du PPRD, c'est l'instrumentalisation des jeunes. J'y reviens. Est-ce que Patrick Kanga, qu'est-ce que vous dites à ces jeunes aujourd'hui? On dit que nous, les partis politiques, sont aujourd'hui la pépinière des drogués, entre guillemets. Quand il y a quelque chose, vous les envoyez sur terrain pour aller piller, casser, tout ça. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cette problématique d'instrumentalisation des jeunes? Il se peut que ce soit la politique qui est faite par certains partis politiques, mais cela n'est pas le cas pour le PPRD. Nous ne sommes pas là pour détruire, nous sommes là pour construire. Donc les jeunes qui sont au niveau de notre parti sont encadrés pour être des futurs dirigeants, pour être des contributeurs à la reconstruction de ce pays. Tout le monde n'est pas appelé à faire la politique. Mais l'effet ou la reconstruction de ce pays, la prospérité de ce pays est une exigence qui nous incombe à nous tous. Et tout le monde dans son secteur, tout le monde dans le lieu où il évolue peut contribuer à la prospérité de ce pays. Et c'est à ça que nous astreignons tous les jeunes du PPRD et non pas à la destruction de ce pays. Nous allons clôturer, nous parlons maintenant du PPRD. Quel est en tout cas aujourd'hui, en quelques secondes, Patrick Kanga, le projet de société de votre parti? Comment vendez-vous votre parti aujourd'hui? Parce que les élections approchent de toutes les façons. En quelques mots, quel est le projet de société du PPRD? Nous sommes un parti de gauche. Nous fondons d'abord notre idéologie sur la social-démocratie, l'économie des marchés, et notamment sur l'autoprise en charge, une économie sociale
qui est tourné plus vers les besoins de la population, sur une certaine solidarité. Mais il faut tenir compte du contexte dans lequel nous avons accédé au pouvoir. Le 31 mars 2017, nous allons fêter les 15 ans du parti et ce sera notamment une occasion pour que nous fassions part de l'influence qu'a eu le PPRD, notamment avec son projet de société, sur l'évolution de ce pays. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on entend? Ah, PPRD Bobo Mimboka, ah, PPRD Baby. Ok, c'est des discours qu'on entend, mais à un moment, il faut qu'on s'asseye entre nous, entre Congolais, qu'on se pose des vraies questions. Lorsque PPRD se crée en 2002, ce pays est-il dans une forme de prospérité et que nous l'avons emmené dans une espèce de déliquescence. Donc, notre projet de société a été de nature à promouvoir un certain avancement. Et je crois que dans une émission plus élaborée, nous allons essayer de pouvoir nous y pencher point par point. Voilà, nous prenons maintenant la rétrospective proprement dite, mesdames et messieurs. Nous allons à la Senco. Comme vous le savez, les travaux ont repris ce jeudi à la Senco. Les évêques tiennent mordicus à ce que consensus y est pour sortir la RDC de cette crise, et les politiques ont réagi par rapport à l'annulation de la visite du Saint-Père à Kinshasa. Comme vous le savez, le Saint-Père ne viendra plus à Kinshasa comme prévu. Donc, plus de détails dans ce premier condensé, mesdames et messieurs. Ces travaux étaient très attendus, surtout lorsqu'on a vu une crise naître au sein du rassemblement à la suite du décès d'Étienne Tshisekedi. Eh bien, tout le monde, ou presque, n'est jure que par la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre pour préserver la paix au pays. La mise en œuvre du document devrait être le fruit des arrangements particuliers dont les travaux ont été suspendus bien avant le décès du leader Maximo. Ce jeudi 16 mars 2017, les travaux vont reprendre autour de 16 heures locales, a laissé entendre une source proche de la Senco. Il est prévu une plénière de tous les délégués pour achever les 5% du travail restant. Le point d'achoppement concernait les modes de désignation du Premier ministre issu du rassemblement. La majorité exigeait 3 candidats à soumettre au chef de l'État pour exercice du pouvoir discrétionnaire, alors que le rassemblement n'est juré que par un seul candidat. Les travaux reprennent tout de même sur fond d'une crise de leadership au sein du rassemblement et sur un affrontement entre le pouvoir et l'UDPS au sujet du lieu d'inhumation d'Étienne Tshisekedi. L'opinion se demande cependant qui de Félix Tshisekedi et Joseph Olengankoy sera l'interlocuteur de la Senco au nom du rassemblement. À cette question, la réponse semble pencher en faveur de Félix Tshisekedi, dont toutes les composantes sociétaires de la plateforme ont reconnu la légitimité et le droit d'engager le rassemblement. L'on en veut pour preuve la reconnaissance africaine et européenne lui conférée dernièrement. Nos sources indiquent également que la Senco elle-même aurait déjà tranché. Seul le rassemblement conduit par Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi sera son interlocuteur. Le pape François, non partant pour une visite annoncée à Kinshasa, la nouvelle indigne le membre de l'Assemblée des hommes libres. Pour son président Christian Emango, la RDC a perdu. Le refus du pape à Kinshasa nous indigne puisque la présence du pape au Congo allait permettre à ce que la RDC soit à nouveau entendue sur l'espace international. Parce que vous savez que le pape représente une certaine personnalité. Il n'y a pas l'autorité de l'État dans plusieurs coins du pays. Que nous avons signé un accord qui nous met aujourd'hui dans une instabilité qu'il fallait l'appliquer le plus rapidement possible, mais que l'on trouve des alibis pour ne pas l'appliquer. L'Assemblée des hommes libres s'apprend aux tenants de l'accord de la Saint-Sylvestre et distribue de cartes aux uns et aux autres. Il faut être clair là-dessus. La responsabilité revient aux personnes qui devaient appliquer cet accord-là. Il ne s'agit même pas ici de la majorité présidentielle, il s'agit du président de la République conformément à l'article au chapitre 3.3 de l'accord de la Senco qui le dit.
et conformément à l'article 78 de la Constitution qui confère au chef de l'État la compétence de nommer les premiers ministres. À la majorité présidentielle, l'on s'oppose à toute idée qui place le chef de l'État comme responsable de ces refus du souverain pontife de venir à Kinshasa. Qu'est-ce qu'un pape a à voir avec les compétences d'un président de la République? La RDC, c'est un pays laïque. Bon, sur le plan sécuritaire, je pense que le pape n'a pas la bonne information. On a terrorisé sûrement le pape pour lui dire qu'ils ne peuvent pas garantir sa sécurité. Alors qu'à Kinshasa, tout est calme, en dehors d'un deuil. Dieu n'est pas parti avec le pape. Les catholiques du Congo, RDC, et du Congo-Brazza continueront à prier. Le seul Dieu qui n'est pas le pape, nous savons qu'il reviendra. D'autres voix s'élèvent et considèrent ces refus du pape François comme une sorte de pression pour accélérer les processus de la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016. Patrick Anga, nous avons suivi les deux éléments. Merci à Ambroise Mamba et John Lungila. La reprise de travaux aujourd'hui à la Senco. Ce qui cloche, c'est le mode de désignation du Premier ministre. La majorité présidentielle veut assez que le Rassemblement présente 3, mais selon l'accord, c'est le Premier ministre, donc l'article est bien défini, il faut un seul nom. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un arrangement par rapport à ça, Patrick Anga, pour débloquer cette situation? Ce qui cloche, c'est pas tout d'abord cette question. Maintenant, ce qui cloche, c'est d'abord la dissonance au niveau du Rassemblement. Ça vous réjouit, cette dissonance? Ça ne nous réjouit pas, ça nous retarde, parce que nous, on veut aller aux élections. C'est ça le plus grand problème. Il y a une dissonance, il y a une divergence de vues qui essaie d'abord d'être conciliée. Les différentes factions du Rassemblement doivent s'unir pour permettre... La Senco a tranché, Patrick Anga. La Senco n'est pas un organe politique. La Senco est en train de rendre un travail de bons offices. Il n'a pas les aptitudes politiques nécessaires pour s'immiscer dans la gestion d'un regroupement politique. Alors, ici est que toutes les factions du Rassemblement puissent mettre de l'eau dans leur vin, s'unir, pour permettre à la majorité d'avoir un interlocuteur qui est dépourvu de polémique. Ce n'est pas les voyages à l'étranger qui confèrent la légitimité à une personnalité politique dont le pouvoir émane des personnes qui se situent au niveau local. J'ose croire que les membres du Rassemblement étaient désignés en des textes qui les régissent, et ici est qu'ils puissent nous permettre d'avoir une certaine clairvoyance dans leur gestion. Et à cet instant-là, les discussions, bien qu'elles ont déjà repris, mais elles seront entamées avec plus de facilité. Mais on a ouï dire, nous sommes des journalistes d'investigation, qu'il y a des mains noires qui tirent les ficelles pour diviser le Rassemblement. C'est la question que je me pose. Est-ce que les politiques congolais n'ont pas de conviction propre? Sont-ils autant manipulables comme ça? On peut le diviser facilement? Je ne sais pas, je pense que c'est une affaire de conviction personnelle. Moi, aujourd'hui, il y a le secrétaire général adjoint de l'UDPS, M. Bruno Tshibala, qui a fait un point de presse, qui a essayé d'esquisser toutes ces questions. Je pense qu'il y a des questions endogènes et fondamentales qui se posent. Un monsieur comme Bruno Tshibala, qui a pendant 36 ans de sa vie accompagné M. Etienne Tshisekedi, qui est porte-parole du Rassemblement, qui a été signataire, qui a même été à un moment emprisonné. Bon. Mais un monsieur comme ça qui a vécu toute sa vie, est-ce qu'on va le nier d'un revers de la main, son rôle dans l'opposition? Je pense qu'il y a, sans m'immiscer dans le fonctionnement de ce regroupement, mais il y a quand même des pesanteurs endogènes qui sied que les opposants puissent se regarder en face pour dégager une certaine lisibilité de ce qu'ils sont aujourd'hui. Parce que jusque-là, en tant que spectateur, si je peux me permettre, c'est assez illisible. Alors ça ne permet pas que... Plus l'affaire oui. L'affaire Kimbuta avec l'argent qui sonne en cours de route. Aujourd'hui, on a l'impression vraiment que les politiques congolais... Je ne sais pas faire des commentaires là-dessus. En fait, c'est assez illisible. Donc, je me demande si il n'eût pas fallu que ceux qui se disaient ne pas être concernés par l'accord de la Cité de l'UA, parce que l'accord de la Senco n'est pas venu retarder, parce que l'accord qui a été signé à la Cité de l'UA,
était déjà mise en œuvre, il y avait déjà beaucoup de mois qui avançaient. On aurait pu laisser le Premier ministre Badibanga continuer à travailler et que d'autres puissent s'incorporer en faisant des propositions additives à ce qui était déjà convenu à la cité de l'UA. Mais on a voulu faire table rase. Le chef de l'État a fait preuve de la plus grande ouverture, mais on se rend compte aujourd'hui que la tâche que les évêques catholiques estimaient être aisée n'est pas lui n'est pas aisée. Du blocage parce que... Pas du tout, parce qu'à tout moment, il demande à la Senco de pouvoir continuer son action et toutes les bénédictions leur sont données pour que nous atteignions finalement le bout du tunnel. Mais c'est lui qui a la capacité, comme on l'a dit, Patrick Kanga, c'est lui qui a la capacité de nommer le Premier ministre. Mais c'est clair, mais vous ne voulez pas qu'il nomme, vous voulez qu'il l'entérine. La Constitution part... C'est différent. La Constitution part du pouvoir de nomination du président de la République. La Constitution ne part pas d'un pouvoir d'entérinement. Mais quand ils ont signé l'accord, il n'a pas lu ça? C'est ça la question. L'accord est clair. Le rassemblement propose au président de la République. Combien de candidats? Le chiffre est écrit là-dedans? Il y a des usages politiques. À un chef, on ne propose pas un an. Ce n'est pas possible. Parce que si on propose un an, ça veut dire qu'il n'y a plus de nomination, il y a entérinement. Or, la Constitution ne parle pas du pouvoir d'entérinement, il parle de pouvoir de nomination. Par rapport à la non-venue du pape, je ne sais pas si vous êtes catholique, mais on a dit, bon, le ciel ne va pas nous tomber sur la tête. Je suis protestant. Mais quand même, ce n'est pas aussi une petite gifle pour la RDC. Parce qu'on nous dit, le côté sécuritaire, le pape a été mal informé, mais le pape est descendu en Centrafrique en pleine guerre. Donc, qu'est-ce qui manquerait que le pape... Moi, depuis le 30 juin 1960, grâce au Père l'Indépendant, je suis assez indépendant. Je ne suis pas aliéné. Je ne pense pas que la venue d'un homme, pape fût-il, puisse avoir une influence magique sur notre pays. Ça aurait été peut-être une bonne chose pour les fervents catholiques qu'il y a dans ce pays, que le pape puisse venir dans ce pays d'Afrique qui compte plus de 3 millions de croyants catholiques. C'est un des grands pays catholiques au monde. Bien sûr, je pense que le plus grand pays catholique de l'Afrique subsaharienne, ça aurait été une bonne chose pour les croyants catholiques. Mais que le pape puisse... C'est aussi un État, vous parliez de l'aspect religieux. On peut ajouter, Alors, en tant que chef d'État, vous me pousserez à dire qu'il y a des intérêts politiques derrière. Alors, je ne sais pas dire quels sont les éléments fondamentaux qui ont fait que le pape puisse en tant qu'analyste politique, vous ne pouvez pas avoir un élément qui a poussé le pape à dire non? Je ne sais pas le dire objectivement. Il y a peut-être eu des subjectivités, il y a peut-être certains de ses conseillers... La Senco est responsable il y a peut-être certains de ses conseillers... La Senco a-t-il donné un mauvais rapport il y a peut-être certains de ses conseillers qui ont des penchants ou des avis contraires ou qui sont dans une certaine forme d'opposition. Vous savez, en RDC, il y a des évêques, il y a aussi des hommes politiques évêques. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a soit des intérêts politiques... Il y a aussi des pasteurs politiques. Hein. Il ne faut pas seulement s'en prendre aux évêques. Je m'en prends pas. Ils ont le droit de faire la politique. Seulement, on doit le faire un peu plus ouvertement que de le faire de manière voilée. Donc, ce que fait la Senco, là, c'est pour vous, c'est de la politique voilée? Écoutez, la Senco est en train de faire un travail de bons offices. La Senco, c'est une structure composée d'hommes. Et je ne sais pas dire que tous les hommes qui composent la Senco aient tous le même esprit. Donc, nous prenons le deuxième volet, mesdames et messieurs. Nous parlons du périple de Félix Tshisekedi. Patrick Kanga a déjà effleuré un petit bout. Il a dit c'est pas ça qui confère la légitimité à quelqu'un. Nous allons parler de la descente du vice-premier ministre de l'Intérieur au Kasaï, par rapport à la situation au Kasaï central. En tout cas, la dénomination des provinces, je ne parviens pas encore à le maîtriser. Je crois qu'avec le temps, on y parviendra. Par rapport, en tout cas, à l'affaire Kamona Sampou, il y a eu une dépêche de dernière minute. On a quand même permis aujourd'hui qu'on puisse déterrer le corps de ce chef coutumier pour qu'il puisse être inhumé selon les rites, en tout cas réservés aux chefs coutumiers. Suivant. Félix Tshisekedi, avec sa casquette de président du Rassemblement, ne dort pas sur ses lauriers. L'opposant a entamé un périple africain où il a rencontré différentes personnalités et pas le moindre. Dans son discours, un seul message, la crise politique en RDC devenue très préoccupante.
Après avoir réussi à ramener quelques brebis égarées du rassemblement à la bonne voie, Félix Tshisekedi incarne visiblement son père, l'opposant historique Étienne Tshisekedi, tant au niveau national qu'international. Son périple en dit long. L'opposant Félix Tshisekedi a d'abord été reçu par les présidents de la République du Congo, Sassou Nguesso, où il a eu des échanges fructueux s'agissant de la crise en République démocratique du Congo. Le président du Rassemblement a ensuite été reçu par Jacob Zuma, président de l'Afrique du Sud. On note de cette visite un accueil d'une rareté remarquable, réservé à un opposant par un président en exercice. Arrivé samedi 11 mars en Guinée-Conakry, Félix Tshisekedi a été reçu par le président Alpha Condé, président de la Guinée-Conakry et président en exercice de l'Union africaine. Sous escorte officielle, le président du Rassemblement a été conduit jusqu'au palais présidentiel. Alpha Condé et son hôte ont évoqué la crise en République démocratique du Congo, crise qui empêche l'organisation des élections attendues par la population congolaise conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Ce lundi, il était annoncé à Bamako, au Mali, un périple avec des rencontres de haut niveau qu'a entamé le président du Rassemblement. Beaucoup espèrent que l'écho va retentir pleinement à Kinshasa. C'est aux alentours de 18h, heure locale, que l'aéronef de Congo Airways, Anouari Tonengapeta, a atterri à l'aéroport de Kananga. À son bord, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, mais pas seulement. Au départ de Kinshasa, Shadari est à la tête d'une imposante délégation des élus et notabilités de cette partie de la République. Nous accompagnons le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui a la mission de pacifier le Kasaï central, qui a la mission de réconcilier le peuple, de reconstruire la paix pour que les personnes qui vivent dans cette partie de la République vivent mieux comme partout ailleurs. Comme vous le savez, quand la paix est ébranlée, il n'y a plus un seul programme qui peut réussir. Et nous l'accompagnons pour le soutenir dans cette mission, chercher à résoudre le phénomène comme un ensemble. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, tient beaucoup pour la pacification du Grand Kasaï, qui est le cœur de la RDC. Vous savez, avec tout ce qui se passe sur l'ensemble du territoire, si le cœur est malade, je crois que c'est toute la République qui est malade. Pour les députés de Luisa, Délice Sanga, cette mission tombe à point nommé. Nous l'avons souhaité. Vous savez que j'ai fait part d'un plan de sortie de crise où on a avancé un certain nombre d'idées. J'ai toujours considéré que c'est par le dialogue et par l'échange avec les uns et les autres que l'on peut parvenir à trouver des solutions durables à la crise qui secoue la province. Et nous sommes dans une période cruciale. On va vers l'enrôlement des électeurs et il faut que la tranquillité règne et l'ordre. Notons que cela fait près de 7 mois depuis que la milice du feu, Kamwina Sapo, crée une situation d'insécurité dans le Grand Kasaï. Aux dernières nouvelles, on apprend que sa famille biologique séjourne déjà à Kananga. Elle s'est dit favorable à une solution négociée de cette crise qui met à mal la paix dans le Kasaï. Merci, d'où Jésus Beledou et Élisée Odia. Nous allons parler du périple de Félix Tshisekedi. Le commentaire, quand nous le souvions, vous avez un peu tiqué. Est-il l'incarnation de son père? Le mot a été cité par notre reporter. Pour vous, Félix Tshisekedi incarne aujourd'hui Étienne Tshisekedi? C'est le successeur valable d'Étienne Tshisekedi? Je ne sais pas. Il faut demander aux militants de l'UDPS. À tous les militants. Je ne sais pas. Ça ne se passe pas de manière automatique. Étienne Tshisekedi, le patriarche, c'est un combat. C'est un combat politique, c'est une carrière politique, c'est un curriculum vitae qui en dit long sur la personne. Est-ce qu'on s'insurgite ce curriculum vitae automatiquement? Je pense que la vie est faite d'un parcours. Et il est en train de le tracer, Félix Tshisekedi. Il faudra qu'il puisse convaincre par le parcours qu'il fera. Là, on est à quelques jours
Il convainc quand même les autorités, on le reçoit pratiquement comme un chef d'État, c'est ça c'est ça qui tique un peu, comment lui on le reçoit comme presque un chef d'État. Bon, je n'ai pas vu où est-ce qu'on a reçu. Il a été reçu par des chefs d'État quand même. Il y a plusieurs Congolais qui sont reçus par des chefs d'État. Okay. Plusieurs Congolais par des chefs d'État africains. Notre chef d'État lui-même au pays reçoit plusieurs hôtes qui ne sont pas tous ses compères. Donc là n'est pas le problème. Le chef de l'État ne reçoit pas des opposants d'autres pays, hein. Il faut le souligner. Est-ce que M. Kabila reçoit-il des opposants du Congo-Brazzaville? Je pense que c'est plus une question. J'ose croire que c'est plus une question d'élégance. Et ces pays frères, on ne sait pas dans quelle optique ça se fait. Peut-être en prévision des discussions de la cité au niveau de l'Union africaine, parce qu'il y est invité. Mais on ne sait pas dans quel cadre cela se fait. Mais de toutes les manières, la politique interne d'un pays tire sa légitimité à l'interne. Et j'ose croire que le patriarche Étienne Tshisekedi, président de l'UDPS, a tiré sa popularité de l'intérieur du pays, de ses combattants, de ceux qui croyaient en lui. Et j'ose croire que c'est ce qui est à faire quand on est responsable dans un parti politique. Vouloir très vite avoir une légitimité des pays étrangers influe très peu sur la politique interne. Mais une question quand même assez personnelle. Aujourd'hui, vous êtes le fils de votre père. Si on vous disait, Patrick Kanga, que vous êtes l'incarnation de votre père, quelle sera votre réaction? Je ne pense pas que je serais... Je ne pourrais jamais être l'incarnation de mon feu père, c'est pas possible. Vous tirez quand même quelque chose de lui. Bien sûr, il y a des liens de parenté, il y a quelque chose, mais je ne pourrais jamais être une copie conforme. D'ailleurs, ce n'est pas ça l'objectif d'un fils. En tout cas, on nous disait chaque matin, dans une famille normale, un fils doit dépasser le père. Et donc, il ne faut pas vouloir vivre selon une copie. Il y a des instructions, il y a une éducation. Mais il ne faut pas avoir la prétention de dire que je suis la réincarnation. D'abord, je suis chrétien. Ces termes incarnation, réincarnation ne font pas partie de notre vocabulaire. La descente de M. Chadari, le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur au Kasaï, pour essayer de résorber cette crise, ce phénomène qu'on appelle Kamwena Nsapu, pour vous, ça continue bien. Le vice-premier ministre, Chadari, est-il en train vraiment d'abattre un travail de titan selon vous? Moi, je félicite le vice-premier ministre Chadari qui a eu à faire prévaloir notamment le dialogue avec toutes les structures sociologiques, toutes les structures traditionnelles qu'il a rencontrées. Je crois que nous pourrons résorber cette question d'une manière pacifique, parce que nous voulons qu'au niveau du Kasaï puisse régner la paix. Il y a eu beaucoup d'interprétations de cette question, mais j'ose croire que si, par les méthodes qui ont été utilisées par le vice-premier ministre, si cela peut ramener une quiétude auprès des Kasaïens, ce sera une très bonne chose, même si on ne peut encourager aucunement qu'il y ait des actes de nature à défier l'autorité de l'État. Vous avez vu aujourd'hui, en France, il y a juste une seule personne, pas deux, pas quatre, pas cinq, une seule personne qui a essayé de prendre une arme à un militaire. Il a été abattu immédiatement. Il a été abattu. L'aéroport a été bouclé. D'Orly. Orly. Aujourd'hui, Orly. Bouclé, une seule personne. Donc lorsqu'on voit des gens couper la tête des militaires et que vous vous étonnez de la véhémence de la réaction militaire, des fois nos amis européens sont assez hypocrites et ça on ne peut pas l'accepter. La réaction pour vous n'est pas disproportionnée? Non, parce que pourquoi est-ce que la personne qui ravit, pourquoi la personne qui ravit l'arme à un policier français qui est abattu sur les champs, on boucle l'aéroport, on envoie les CRS, on envoie des juges antiterroristes, on envoie des hélicoptères. Pourquoi chez eux ça peut être justifié et chez nous des gens qui tuent des militaires, qui tuent des policiers, nous ne pouvons pas réagir? Certainement il y a eu des abus. Aujourd'hui l'auditeur général a eu à mettre aux arrêts certains militaires.
il y a peut-être eu des abus et c'est Ça condamnable. faisait partie de ce film qui a été C'est condamnable. dans le net. Je ne parle pas du film, je parle des abus qui ont été constatés par l'auditeur général. Les abus sont condamnables. On ne peut pas le permettre parce que notre armée est une armée républicaine. Et cela est la volonté du commandant suprême des forces armées, le président de la République. Mais il ne faut pas que les amis des ONG, beaucoup de gens, abusent. C'est comme si nos forces de sécurité n'étaient pas en droit de réagir. Aujourd'hui, on a bien vu ce qui s'est passé en France. Donc chez eux, quand ça se passe, on peut abattre quelqu'un juste parce qu'il a ravi une arme. Chez eux, c'est normal. Et chez nous, il faut toujours discuter. Non, l'autorité de l'État, ça ne se discute pas. Mais cette fois-ci, que faire pour que des poches de résistance comme ça ne s'éparpillent pas à travers la République? Patrick Anga, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'ai eu à discuter avec des intelligences de mon pays qui m'ont dit que la pauvreté est aussi source de tout ça. Comment faire pour que moi je peux me permettre l'expression, ce cancer ne se propage pas, ne se métastase pas en RDC? Je pense que c'est la conscientisation des jeunes. Voilà pourquoi la gestion des jeunes dans ce pays est un vrai problème. Je pense que Madame la ministre de la Jeunesse que nous avons doit se déployer. La gestion de la jeunesse dans ce pays est une vraie problématique. Plusieurs jeunes dans notre pays sont voués à des enseignements assez étranges et des fois ils s'adonnent à des actes en ignorant la portée de ces actes. Je pense que les responsables politiques au niveau local, au niveau provincial, au niveau national, nous devons mener beaucoup d'actions pour conscientiser, pour former et pour instruire les jeunes. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, point de presse de la majorité présidentielle, comme à chaque fois, le porte-parole du gouvernement qui est la voix autorisée pour avoir le point de vue officiel du gouvernement a réagi par rapport au sujet brûlant de l'heure et la réaction des politiques par rapport à l'augmentation supposée de l'effectif de la MONUSCO, des agents de la MONUSCO. Les tractations sur la désignation d'un Premier ministre issu de rassemblement commencèrent dans cette ambiance positive au point que les évêques, qui avaient suspendu les travaux pour 10 jours en raison de leurs obligations apostoliques, espéraient conclure avantageusement à leur retour cette phase décisive des négociations. Sur ces entrefaites survint la brutale disparition de M. Tshisekedi le 1er février 2017 à Bruxelles, changeant fondamentalement la donne des négociations. Dorénavant, il faudrait d'abord reconstituer utilement un leadership nouveau du rassemblement pour continuer les négociations dans la sérénité. L'éclatement du rassemblement en plusieurs courants constitue un nœud gordien bloquant toute évolution des travaux, notamment l'importante question de Premier ministre. La conclusion de cette étape par la nomination d'un Premier ministre par le Président de la République est essentielle pour aboutir à l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. La majorité présidentielle espère que le rassemblement résoudra ces contradictions internes à la base du blocage actuel. Pour la majorité présidentielle et pour tout homme politique bien pensant, la disparition de M. Etienne Tshisekedi entraîne logiquement la renégociation du poste de président de la SNSA en faveur d'une personnalité consensuelle au regard des exigences de toutes les parties prenantes. Il est évident par ailleurs que la désignation d'un président du comité des sages consensuel au sein du rassemblement débloquera le processus de la désignation du Premier ministre sur la base de la présentation d'une liste de 3 personnalités. Voilà en quoi tient la responsabilité majeure du rassemblement dans le blocage de la situation actuelle. L'augmentation de l'effectif de la MONUSCO en RDC en cette période de crise est plus que primordiale, a tenu à souligner Mike Moukebaye. Pour cet analyste politique, l'heure est à une nouvelle orientation de choses au pays. Il y aura davantage des effectifs, ça a déjà été décidé. On n'attendra pas l'avis du gouvernement congolais.
C'est une décision prise depuis décembre. Avec ce qui se passe, on craint qu'à tout moment, la République démocratique du Congo bascule. Et si demain, il y a un couac au processus électoral, au processus démocratique, ou qu'il y a des manifestations qui dégénèrent, il y a trop de morts d'hommes, le monde interviendra demain. Le coordonnateur de la CAGE partage le même avis. Georges Kapiamba estime que ces nouvelles unités de la MONUSCO en RDC vont renforcer un certain bon nombre de défis sécuritaires et humanitaires dans des zones en conflit. Même dans des provinces qui n'étaient pas affectées il y a quelques mois, quelques semaines. Nous avons aujourd'hui de nouveaux foyers de tension développés dans les Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental. Et nous pensons que seule la communauté internationale peut être en mesure d'assurer une bonne protection des personnes civiles, surtout pendant cette période de transition préélectorale. Mais notez tout de même que ces décisions du Conseil de l'ONU n'ont pas encore eu l'approbation du gouvernement congolais qui se propose de l'examiner. Merci à toi, Dora Kabadi. Donc, Patrick Kanga, vous avez suivi la réaction de ces Congolais, de Georges Kapiamba, de Mike Mukebai. Il nous faut d'autres unités de la MONUSCO parce qu'aujourd'hui, il y a un déficit sécuritaire, il y a des poches de résistance qui sont créées aujourd'hui. À part l'Est, maintenant, le centre est esticisé, je ne sais pas me permettre l'expression. L'Est commence à pousser vers l'ouest. Donc pour vous, c'est tout à fait normal aujourd'hui que la MONUSCO pense que non, il nous faut de nouvelles unités. Je pense pas. Je pense que les petites poches de résistance où il y a des zones d'insécurité sont à même d'être gérées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Ce sont des problèmes endogènes. Parce que si chaque fois à tel ou tel autre endroit du monde, il y a eu une forme d'insécurité, il faut que le Conseil de sécurité puisse voter l'envoi des troupes ou l'augmentation de troupes. Alors, à quoi servirait la souveraineté des États? Quand on est membre de l'ONU, on cède un tout petit peu de sa souveraineté. Mais encore que nous... Vous le savez. Mais tout se fait dans le cadre de la Charte des Nations Unies en veillant à ne pas violer la souveraineté de ces États. Si ce qui se passe au niveau du Congo peut être géré par les instances nationales, par les forces nationales, est-ce qu'il se justifie l'addition de plusieurs éléments de la MONUSCO? Je ne pense pas. Souvent, quand on circule le soir dans cette ville de Kinshasa, je vois des patrouilles de la MONUSCO au boulevard du 30 juin, à la Gombe, à ma campagne, sur Bon Marché. Est-ce qu'il y a des coups de feu à ces endroits? À quoi ça servirait aujourd'hui? J'ose croire que la situation, par exemple, au niveau du Kasaï... Ces gens doivent aller vers le Kasaï? Je me dis que la situation notre pays n'est plus que c'était il y a cela 5, 6, 7, 10 ans sur le plan sécuritaire. Il y a des déficits sécuritaires selon ces avances? Il y a eu une accalmie sécuritaire. Il y a des zones de tension. Il y a des nouvelles zones de tension. Il y a des zones de tension. Des nouvelles, Patrick. Au Kasaï, avant, il n'y en avait pas. Mais le Kasaï, est-ce que c'est une rébellion qui existe au Kasaï aujourd'hui? C'est un foyer de tension, Patrick. Non, il y a eu un problème. Il y a eu des miliciens, d'un chef coutumier, compte tenu de plusieurs éléments, qui se sont mis à se comporter d'une certaine manière. Au Tanganyika aussi, il y a eu des tensions entre les pygmées et les Notre Bantous. pays est un pays conflictogène. Mais si la nature de notre pays qui fait en sorte que nous soyons conflictogènes, alors qu'est-ce que nous disons? Nous devons par ce fait être sous tutelle parce que nous sommes un pays conflictogène. C'est un pays de 450 ethnies. Il y aura toujours des problèmes entre des ethnies, entre des pygmées, des problèmes de terre. Il y aura toujours ce problème tant que nous serons congolais. Il y aura toujours ce genre de problème. Je vous pose la question. Patrick, c'est vrai que vous avez dit quelque chose d'assez fondamental. Le pays est conflictogène. Comparaison n'étant pas raison, mais on se pose la question, comment sous Mobutu, on ne le sentait pas? Aujourd'hui, y a-t-il déficit de leadership aujourd'hui? Parce que sous Mobutu, c'est vrai qu'il était dictateur, mais on ne sentait pas ces conflits. Mais qu'est-ce que vous racontez? Le président Mobutu, essayez de lire l'histoire de ce pays, a eu à faire face à combien de guerres?
Vous oubliez l'intervention des Français à Calémie, vous oubliez la guerre de 80 jours, vous oubliez... 80 jours, c'est fini, non. mais aujourd'hui, ça fait on a connu, ça fait plus de 15 on a ans, connu, plus de 20 ans. On a connu au moins 6 ou 7 guerres depuis, pendant l'époque du maréchal Mobutu. Peut-être que les médias existants à l'époque n'étaient pas comme tels. Toutes les rébellions qu'on a eues avec Moulélé, avec les sécessions qu'on a eues avec M. Kalonji, tout ça. Il y a eu des problèmes sécuritaires. Peut-être qu'à l'époque, nous étions tous figés sur la OZRT où il n'y avait que des chansons. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas France 24, il n'y avait pas Twitter. Et nous étions peut-être en train de penser que tout va bien partout. Non, il y avait des problèmes sécuritaires sérieux. Sérieux déjà à l'époque. Déjà en 1960, lorsqu'on accède à l'indépendance, quelques années après, il y a la sécession. Et il y a une succession d'actes d'instabilité de ce pays. Il y a des problèmes entre des ethnies. Quand je dis ce problème, quand je dis que nous sommes un pays conflictogène, ça veut dire que c'est un pays qui porte en lui des germes de conflit. Et les Congolais doivent se dépasser pour finalement aller vers une nation. Donc aller dans le vouloir vivre ensemble pour que nous nous départissions de ces conflits ethniques, de ces conflits tribaux, qui pour la plupart gangrènent notre pays. Parce que souvent, les zones de turbulence que nous avons, ce n'est pas par rapport à une idéologie politique. Et manipulée par les politiques. Mais souvent, il y a des gens qui manipulent, il y a des gens qui veulent créer des foyers à Béni, par-ci, par-là, il y a des problèmes tribaux, il y a des problèmes économiques, il y a des problèmes de gestion. C'est des problèmes que nous devons faire un effort de gérer entre Congolais. Ce n'est pas pour autant que nous devons dire, écoutez, nous sommes incapables, nous sommes les plus grands idiots de la Terre. Alors l'ONU venait diriger ce pays. Non. Vous les avez appelés. Je ne suis pas du tout d'accord. Vous les avez appelés il y a 20 ans. Hein. Il y a 20 ans, il y a 20 ans, nous étions devant. Vous avez fait appel à eux. À 20 ans, il y a 20 ans, nous étions devant une coalition d'États qui s'étaient ligués contre nous. La situation aujourd'hui n'est pas celle-là. Donc aujourd'hui, la MONUSCO peut s'en aller et on réglera nos problèmes tout seul. Je le pense. Je le pense sérieusement. Par rapport, quand même, nous revenons par rapport au porte-parole. Hein, nous avons suivi Atundu Liongo. Est-ce qu'on n'est pas vraiment, franchement, Patrick, en train de jouer au chat et à la souris aujourd'hui, avec ces politiques-là? Franchement. Je ne sais pas quoi vous dire. La majorité présidentielle est un regroupement politique. Nous avons nos points de vue. Nous sommes en train de négocier. On a demandé 3 noms. Pour que cela puisse faciliter la tâche à la désignation d'un nouveau Premier ministre, à la désignation d'un nouveau gouvernement. Est-ce que, en tant que politique... Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Toutes ces intelligences qui rassemblent le rassemblement, qui regorgent le rassemblement, est-ce impossible de trouver 3 noms? À quoi profite le crime, si je peux me permettre l'expression? À qui profite la division du rassemblement? En tout cas, pas nous à la majorité. Vous en êtes sûr? On en est sûr. Vous ne vous réjouissez pas, vous dites, voilà... Pourquoi on se réjouirait dès l'instant où nous on veut aller aux élections? Et que cela retarde le processus électoral. Ça profite à vous, vous glissez. Non, nous on n'est pas là par le biais de la volonté des opposants. Cela est dit souvent dans... Je lis partout, même des personnalités internationales le disent. Non, l'accord du 31 décembre ne confère aucune légitimité à aucune institution d'ailleurs. L'accord du 31 décembre dégage un consensus sur le processus électoral. Tout simplement. Tout simplement. Elle n'a pas la latitude de conférer la légitimité à l'institution président de la République, encore moins à l'institution Parlement. Voilà, nous allons d'ailleurs à l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs, nous allons voir l'ouverture de la session au Sénat et à l'Assemblée nationale. La plénière de ce mercredi a donné les couleurs de la session ordinaire de mars ici à l'Assemblée nationale. Comme à l'accoutumée, députés nationaux, membres du gouvernement, officiers militaires et corps diplomatiques avaient rempli la salle des congrès du Palais du Peuple, sans oublier les publics venus assister à cette cérémonie. Dans son allocution, le président de la Chambre des députés a rappelé à l'assistance le contexte politique dans lequel s'ouvre cette session de mars. Aubin Minakou a invité chacun à œuvrer pour l'intérêt de la République. Aux députés nationaux, il a été demandé d'agir pour la réussite de l'organisation des élections et un processus électoral crédible.
Occasion pour le président de la représentation nationale de saluer les efforts fournis par la CENI dans l'enrôlement des plus de 20 millions d'électeurs, a-t-il indiqué. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a aussi évoqué la problématique de l'arrangement particulier. Aubin Minakou a invité la CENCO à œuvrer en vue de la signature du dit document par différentes parties, ce dans un bref délai. S'agissant de la situation économique du pays, il a été demandé au gouvernement de trouver des mesures idoines afin d'alléger la misère de la population. La promotion des droits de l'homme sera aussi le cheval de bataille des élus au cours de cette session de mars, a soutenu le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Ouverture solennelle de la session ordinaire de mars au Sénat, marquée tout d'abord par cet hommage aux sénateurs disparus ainsi qu'à l'ancien Premier ministre Étienne Tshisekedi. Ensuite, le discours d'ouverture du président du Sénat. Dans la première partie, réserve la part belle à l'accord de la Saint-Sylvestre. Kengo appelle à son respect et rappelle ici ses acquis. L'engagement renouvelé de la classe politique à ne procéder ni à la révision ni au changement de la Constitution, y compris par le recours au référendum. L'organisation en une seule séquence, et c'est au plus tard, le 31 décembre 2017, de l'élection présidentielle ainsi que des élections législatives nationales et provinciales sous réserve du pouvoir d'appréciation laissé au Conseil national de suivi, au gouvernement et à la CENI. L'organisation en 2018 de toutes les élections locales, municipales et urbaines. Le maintien en fonction du président de la République en exercice jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu et l'engagement renouvelé de celui-ci à ne pas briguer un troisième mandat conformément à la Constitution. Comme à chaque session, le président du Sénat va marteler sur le social de Congolais qui se dégrade encore un peu plus chaque jour. Et comme à l'accoutumée, Léon Kengo Adondo va soumettre au gouvernement quelques pistes de solutions en mode d'urgence. Compte tenu de l'urgence, j'invite au moins à arrêter la dégradation des prix des produits de première nécessité afin de soulager le panier de la mémoire. À long et à moyen terme, Kengo suggère une fois encore la diversification de l'économie RD congolaise et privilégier avant tout l'agriculture. Patrick Kanga, est-ce que ces deux institutions sont-ils légitimes légales aujourd'hui? Parce qu'on a entendu Martin Fayulu dire en tout cas que lui ne siégera plus tant que l'accord ne sera pas mis en application. Ne pas siéger ne lui enlève pas ses droits, il aurait dû démissionner. Ne pas siéger et continuer à percevoir ses émoluments, c'est un peu de la triche. C'est de la triche, c'est de la com. Il aurait dû démissionner, ce serait plus facile. Je crois qu'il y a une situation de fait qui a fait que nous n'ayons pas les élections et le Parlement garde tous ses pouvoirs. Personne n'est légitime en fait. Toutes les institutions ne sont pas légitimes dans ce pays. Je pense que la légitimité procède du droit. Le mandat est certes de 5 ans, mais dès l'instant où la Constitution elle-même établit les modalités de renouvellement de ces institutions, je crois que toutes les institutions gardent la plénitude de leurs prérogatives. Le mot-clé a été prononcé, ce mot qui fait peur, le référendum. Patrick Kanga, en arriverons-nous là, si cette situation de crise perdure, on arrivera à un référendum comme dans d'autres pays africains? Ce n'est pas un acte immoral, ce n'est pas un acte criminel. La Constitution du 18 février 2006 a la particularité de baser la suprématie du peuple sur le fonctionnement de l'État. C'est le peuple qui est en réalité le vrai détenteur du pouvoir. Et l'article 5 de notre Constitution l'explicite assez clairement.
Maintenant, si les hommes politiques qui représentent une frange de la population, qui sont minoritaires, s'ils n'arrivent pas à dégager un consensus, la République ne pourra pas indéfiniment être prise en otage. Donc s'il y a un jour que le peuple veuille s'exprimer pour définir lui-même les contours de son avenir, la Constitution n'interdit pas cet aspect des choses. Il y a quand même aussi des voix qui s'élèvent pour poser des inquiétudes, hein, parce que l'histoire nous apprend quand même quelque chose. Est-ce que y aura-t-il un jour quelqu'un qui sortira d'on ne sait où pour bloquer tout le monde, comme l'a fait à l'époque Mobutu? Moi, je reviens toujours parce qu'on lit l'histoire. Y aura-t-il un troisième larron, permettez l'expression, qui sortira et mettra tous les politiques dehors et dire non, maintenant, ça continue? Ce pays ne sera pas dans un cercle infernal indéfiniment. Nous avons connu ce genre de choses, nous avons tourné la page. Lorsque l'accord de Sun City a été adopté entre divers belligérants, nous avons dégagé le pacte républicain qui a fondé l'actuelle constitution. C'était à Sun City. À Sun City, exactement. et qui fonde l'actuelle constitution. Et désormais dans ce pays, pour bénéficier de la légitimité du peuple, il faudra passer par les élections. C'est cela le pacte républicain de Sun City. Qui jusque-là n'est pas brisé. Donc aucune personne dans ce pays pourra prendre les armes et vouloir accéder au pouvoir et bénéficier de la soutien de la population. Personne ne le soutiendra. Voilà pourquoi nous sommes en train de discuter matin, midi et soir pour dégager un consensus sur le processus électoral afin que nous allions aux élections. Si vous remarquez ce temps-ci, vous allez voir que le PPRD est déployé à travers toute la République. On vous suit. Nous-mêmes, pour expliquer le processus électoral. Nous-mêmes, nous allons nous déplacer très prochainement pour aller au fin fond de la RDC, pour aller parler aux jeunes, pour leur demander de s'enrôler, pour leur dire n'ayez pas un esprit d'abstentionnisme. Parce que nous, on va aller aux élections, nous nous y préparons. Entre-temps, il y a des opposants qui sont en train de faire le tour du monde, comme Magellan, tant mieux. Mais nous, on est en train de faire le tour du territoire congolais pour nous apprêter aux élections. Et c'est toujours à la fin. Avec quel moyen? C'est toujours à la fin. Avec quel moyen? Avec les moyens de l'État? Je peux finir? Je vous en prie. C'est toujours à la fin que les opposants, comme par magie, n'ayant pas battu campagne, n'ayant pas participé à la phase préélectorale, parce que nous sommes là, pas à une période de transition, pas à une période de crise, nous sommes dans une période préélectorale. Les gens pensent qu'il n'y aura jamais élection. Vous voulez discuter à la Senco toute la vie, ok. Mais entre-temps, nous on se prépare pour aller aux élections. Donc, à un moment donné, il faudra que les gens se rendent compte à l'évidence que nous avons établi ce pacte républicain. Et nous, au niveau du PPRD, ainsi qu'au niveau de la majorité, nous sommes foncièrement démocrates. Donc, qu'un troisième homme vienne comme cela se fait vers les années 65, en tout cas, cela n'est pas possible dans cette époque. C'est vrai que vous avez dit que vous sillonnez le pays, c'est vrai. Avec quel moyen, Patrick Avec Ngom? les cotisations, madame. Sûr. Vous n'utilisez pas les moyens de l'État? Mais, madame, il y a des... Vous êtes au pouvoir, hein, la majorité présidentielle, le PPRD est au pouvoir. À l'époque, vous disiez qu'on utilisait l'argent de l'État. Aujourd'hui, il y a un Premier ministre qui est de l'opposition. Le ministre du Budget est de l'opposition. Alors, si nous utilisons l'argent de l'État, qu'ils nous le disent. Par quel mécanisme? Parce que le ministre du Budget est là. Il peut nous le dire. Le Premier ministre est là. Nous sommes un parti qui existant depuis 15 ans. Nous sommes un parti organisé. Nous sommes dans une famille politique très bien organisée et nos membres cotisent. C'est pas pour rien que nous avons des milliers de membres. Nous avons plus de 150 élus au niveau du PPRD qui cotisent. Nous avons des directeurs, nous avons des sympathisants, nous avons des membres d'honneur, nous avons des donateurs, nous avons des amis qui sont des millionnaires. Dans des entreprises aussi, vous pensionnez les entreprises de l'État. Non, nous avons des membres qui cotisent discrètement. Un directeur peut discrètement être membre d'un parti politique, mais pas de l'imposition, vous ne leur imposez pas, mais on empêche au directeur de venir faire de la politique dans son bureau et faire de sa direction une direction politique. Non, l'apolitisme c'est dans la gestion, mais en tant que citoyen, la Constitution autorise à tout Congolais d'avoir une obédience politique. Et nos membres cotisent, nos amis cotisent, on a des amis millionnaires, on a des hommes d'affaires, on a des donateurs. Donc,
nous avons des moyens pour battre campagne. Par rapport au social, Léon Kingouado doit relever le social du Congolais qui est en train vraiment de dépérir. Aujourd'hui, les dollars s'échangent à presque 1400 francs congolais. Comment faire aujourd'hui pour redonner le sourire à ce Congolais? Il a proposé la diversification de l'économie congolaise aujourd'hui, qu'on mette un peu l'accent sur l'agriculture. Ce n'est pas une proposition qui émane. Le président de la République en a parlé plusieurs fois, il en a fait état plusieurs fois au Conseil de ministres et nous sommes à l'étape de la mise en œuvre de la diversification. Donc ce n'est pas inédit. J'ose croire que les membres de l'opposition qui sont au gouvernement, voilà, l'occasion leur est donnée de faire preuve d'ingéniosité. Parce que souvent, lorsque le Premier ministre Matata venait à l'Assemblée, nous entendions que des gens avaient des formules rapides pour nous sortir de certaines difficultés. Ben écoutez, le Premier ministre est là, Badibanga, il y a des ministres de l'opposition, ministre du commerce, ministre du budget, qui nous donnent les solutions les plus faciles. Voilà, je pense que l'addition des intelligences qui viennent de l'opposition est censée nous permettre de résorber très vite les problèmes. On a trouvé une, il a acheté quelques tonnes. Madame la République, quelques tonnes la République, il ne nous a pas acheté. La République ne se gère pas par des faire face à la crise. Quand on a été gouverneur d'une province pendant 7 ans, le meilleur cadeau qu'on puisse donner à cette population, ce n'est pas de lui faire des dents, c'était de lui apprendre à cultiver. Les Katangais devaient produire leur farine, devaient produire leur maïs. L'argent qu'on utilise pour maintenant faire des dents de 100 000 tonnes, pourquoi n'avons-nous pas investi cet argent dans l'agriculture pour permettre une auto-prise en charge? Mais pourtant, Bukangalonzo, alors, on en est où avec Bukangalonzo? Alors, il y a des marchés Bukangalonzo partout. Cela n'était pas fait pour pouvoir pallier à tout le besoin national. Ce sont des projets qui doivent se répercuter à travers toutes les provinces. Là, je vous répondais parce que vous parliez d'une donation, et la République ne vit pas par les donations. Elle vit par des idées managériales, entrepreneuriales, et surtout quand on a géré cette province, je pense qu'on doit se réserver d'être dans le végétariat. Ce n'est pas ça la solution. Nous prenons la réaction d'un juriste, mesdames et messieurs, par rapport à la législation en matière de cimetières, de la gestion des cimetières et l'inauguration du pont, pas l'inauguration, mais les travaux de réhabilitation du pont Maréchal au Congo central. Le projet inauguré ce jour fait suite aux inquiétudes mises en son temps par l'Organisation pour l'équipement de bananes à Kinshasa sur le pont Maréchal qui commençait à donner des signes de vétusté et particulièrement de la progression de la rue à l'intérieur des câbles porteurs du pont. Ainsi, dans le cadre de la coopération RDC-Japon, le gouvernement congolais avait introduit une requête d'une aide financière non remboursable auprès du gouvernement japonais pour la mise en place d'un système d'injection d'air sec. D'où ce matériel fourni par la JICA permettra la préservation du pont mise en œuvre par l'OEBK à la grande satisfaction de l'ambassadeur japonais en RDC. Le pont Maréchal demeure un des ensembles les plus importants des relations d'amitié et de coopération entre la République démocratique du Congo et le Japon. Comme M. Shinzo Abe, Premier ministre du Japon, l'a fait pour marquer l'euro du sommet entre le Japon et les communautés économiques régionales en septembre 2014, entre charge du Japon de construire une infrastructure, il fait une infrastructure qui dure. Le directeur général de l'OEBK, bénéficiaire de cet appui, n'est pas resté indifférent. Pour donner l'image de ce qui seront leurs grands projets de l'époque, ils ont commencé par les ponts. Un don de 350 millions de yens à l'époque. Le programme a démarré en 1972. En 1979, il démarre les travaux du pont Maréchal. En 1983, c'était l'inauguration du pont Maréchal. Ce pont est spécial, comme on dit, unique en Afrique centrale. C'est un pont route-rail. Notons que le pont Maréchal, construit avec l'aide financière remboursable du Japon, a été inauguré en 1983. D'entrée des jeux, Maître Constant Moutamba se veut légaliste.
Il reconnaît à l'Hôtel des Villes de Kinshasa cette compétence exclusive des régulations en matière des cimetières. C'est à la ville-province de Kinshasa en réalité d'organiser toute la problématique liée aux inhumations de nos morts. Cependant, il est important de signaler que dans la République, il y a des hommes qu'il faut honorer. Parce que Kennedy disait que la République ne se construit pas seulement par les hommes qu'elle crée, mais aussi et surtout par ceux qu'elle honore. Cependant, ces juristes soulignent le caractère exceptionnel du cas d'Étienne Tshisekedi, qui selon lui mérite plus de la nation eu égard à son combat politique. En droit, l'on dit qu'à tout principe s'attache une exception et le droit loge dans les exceptions. Il est donc important que, effectivement, l'on tienne compte de cette figure emblématique et n'est pas la mélanger avec nous tous communs mortels. C'est donc de la mauvaise foi que de continuer à garder le corps du président Tshisekedi sur un territoire étranger, alors que les Congolais l'attendent impatiemment. Ainsi, Maître Constant Moutamba va exiger un cimetière spécial pour les leaders maximaux des lits de PES avant de retenir Limete comme site d'inhumation. Il est important de pouvoir créer un cimetière spécial pour le président Étienne Tshisekedi Wamulumba, ce en se conformant à certaines règles environnementales, à certaines règles touchant bien entendu à l'hygiène publique et consorts. Donc ça n'empêche pas que le président Tshisekedi soit enterré à Limete. Alors que la dépouille du sphinx de Limete reste enfermée dans une morgue étrangère, Constant Moutamba lui appelle à la bonne foi des uns et des autres pour son rapatriement à Kinshasa. Il s'est agi d'un déplacement triomphal. Anissé Kuzunda a été accueilli chaleureusement à son arrivée dans les territoires des Gungu, province des Kwilu. Des images parlantes qui prouvent sa popularité et la confiance que lui accorde la population des Gungu. Le président national de l'Alliance pour l'humanisme et la démocratie AUD est venu sensibiliser la population à l'enrôlement. Des meetings et des conférences ont été tenus pour expliquer les contours des discussions directes de la Senko. C'est lui qui veut la paix et c'est lui qui est contre la paix. Entre les deux, qui aime le pays? C'est pourquoi après le premier dialogue, le président Joseph Kabila a demandé aux évêques de la Senko d'organiser une rencontre entre la majorité et les opposants pour trouver des solutions aux problèmes qui ne marchent pas au pays. Ce deuxième dialogue est presque à la fin. Il ne reste que la nomination du Premier ministre. Nous espérons que dans quelques jours, tout ira mieux, car l'objectif, c'est l'organisation des élections. Donc je vous invite à vous faire enrôler massivement pour que vous ayez plusieurs députés. Anissé Kuzunda s'est également rendu à près de 200 km de la cité de Gungu, dans le village de Kandala. Sur place, il a procédé à la pose de la première pierre pour la construction des deux ponts qui seront jetés l'un sur la rivière Mumbengi. En posant cette première pierre qui va permettre que nous puissions commencer la construction du pont, cela va désenclaver ce coin et amorcer les développements. Les centres de santé et maternité de Kandala ont reçu également la visite de ce fils des terroirs qui a offert à ces structures hospitalières 150 tôles, plusieurs sacs de ciment et autres matériaux de construction. L'inauguration, les travaux par rapport au pont Maréchal, pour vous, ce pont est-il un bijou, un éléphant blanc, ou c'est quelque chose d'utile pour le développement de la RDC, Patrick? Bien sûr, c'est utile. Ça relie la ville de Matadi avant d'aller à Boma, il faut nécessairement passer par là, donc elle revêt toute son importance économique, on ne peut pas le nier.
Ça a été construit sous Mobutu. Aujourd'hui, on se demande sous Kabila quelle est la plus grande œuvre de Kabila. Non, on n'est pas dans une démarche de comparaison. On n'est pas dans une démarche d'annihiler tout ce qui a été fait de positif par le maréchal Mobutu. Il a fait en tant que chef d'État. Pourtant, c'est l'impression qu'on a donnée que Mobutu n'avait rien fait. Vous parlez d'une impression, moi je vous parle des faits. On n'est pas dans il y a des choses positives, il y a des choses négatives. Donc, dans 40 ans, dans 50 ans, celui qui sera chef d'État dans 100 ans, il viendra, il trouvera des infrastructures. Aujourd'hui, tous les ministres qui étaient de l'opposition, qui disaient non, mais le Premier ministre Matata a dépensé beaucoup d'argent pour l'hôtel du gouvernement. Mais ils y sont assis confortablement. Il n'y a personne qui a refusé de s'y installer pour aller dans un petit bureau. Ça veut dire que lorsqu'on sert l'État, les infrastructures qui sont mises sur pied pendant notre gestion servent l'État, parce que c'est pour ça qu'on est là. Donc, nous sommes dans la continuité de l'État. Des affaires de l'État. Par rapport à la législation en matière de cimetières, aujourd'hui nous avons suivi Constant Mutamba, c'est l'hôtel de ville qui octroie cette liberté ou octroie la permission pour enterrer les gens. Mais pourquoi pour Étienne Tshisekedi ça posait problème? Les gens ne sont pas d'accord qu'on enterre au cimetière de la Gombe? Parce que c'est déjà un cimetière désaffecté ou Non, je pense que le gouverneur de la ville a eu, en tant qu'autorité habilitée, à désigner un endroit de, je crois, 500 mètres carrés, qui est assez énorme. Les travaux avaient déjà commencé. La famille avait donné son accord. Est-ce que la famille veut vraiment qu'on enterre le patriarche Étienne Tshisekedi? Point d'interrogation. Mais j'ose croire que le gouvernement de la République, sous instruction du président de la République, ont eu à faire preuve de bonne foi. Maintenant, si la famille biologique ou politique ne veulent pas qu'on enterre l'ancien Premier ministre de la République avec honneur, parce qu'il mérite son honneur, il a servi l'État, à qui la faute? On ne va pas incomber cette faute au gouverneur André Kimbuta, qui a été très patient, qui a écouté la famille, qui a eu à tenir plusieurs réunions. J'ose croire que celui que vous dites être l'incarnation du patriarche Étienne Tshisekedi aurait d'abord dû s'atteler à enterrer son feu père que de s'adonner à la politique directement, alors que le corps de son père n'a pas encore fait 40 jours sous terre. Nous sommes bantous, nous sommes africains, et il y a des usages traditionnels qu'il nous faut respecter. Nous allons clôturer, mesdames et messieurs, par nos journalistes, la rencontre de GED avec le journaliste chroniqueur politique et le forum d'échange entre journalistes proposé par l'UNPC. Africana Palace, cet espace a servi de cadre à un forum d'échange sur le rôle des médias dans le maintien d'un cadre de négociations apaisées pour le processus électoral. Sur place, responsables des organes de presse, journalistes dépendants et indépendants ont répondu présents à ces assises. Il était question pour ces journalistes de débattre autour de l'actualité de leur pays et de proposer des pistes de solutions afin de décanter la situation. Kassonga Chilunde a dans son message rappelé la place de la presse en RDC tout en les invitant à prendre en main leurs responsabilités. Nous avons tendance à oublier que nous sommes le pouvoir, pas même qu'à un pouvoir mieux, comme dirait nos politiques africains que nous avons rencontrés dernièrement ici, nous sommes le pré-anté-pouvoir, donc nous sommes au-dessus de tous les pouvoirs, c'est-à-dire nous avons la force de faire ou de défaire pourvu que nous soyons solidaires et unis. Il était aussi important pour les présidents de l'UNPC de revenir sur les traitements des informations par les journalistes pendant cette période cruciale. Le journaliste congolais ne se préoccupe plus de la liberté du commentaire pour se faire sa propre opinion des faits qui jalonnent notre existence. Il se contente de jouer à la boîte aux lettres, à l'agent propagandiste. Le journaliste a apporté sa pierre à l'édification du monde par son esprit créateur. Présent à cette cérémonie, les collectifs de journalistes chroniqueurs politiques, à part son président John Lungila, disent sa satisfaction de voir que ces propositions ont été adoptées à l'unanimité. Le collectif a proposé à la corporation
que nous puissions faire part à la SENCO que dans les jours à venir, la presse congolaise va sécher les travaux de pourparlers au centre interdiocésain. Et nous sommes contents que notre proposition a été adoptée à l'unanimité par la corporation. À noter que le mardi prochain, l'UNPC fera une déclaration en ce sens afin d'inviter les politiciens congolais à agir en toute responsabilité. Après l'UNPC, le collectif de journalistes chroniqueurs politiques est venu à Journalistes en danger. Ici, il était question pour cette délégation conduite par son président John Lungila de faire connaître la structure et de profiter de l'expérience des GED. En tant que la voix de son voix de journaliste congolais, Chivis Chivwadi a encouragé les collectifs à œuvrer pour la promotion de la paix tout en rappelant le rôle d'un journaliste chroniqueur politique et proposer les services de GED au CJCP. En tant que chroniqueur politique, vous avez une grande responsabilité. La chronique politique, ce n'est pas seulement d'organiser des émissions, de tendre des micros aux politiciens. Mais un chroniqueur politique, c'est d'abord avant tout un analyste politique. Un analyste pointu de la situation politique. C'est celui qui doit éclairer l'avenir d'un pays quand tout devient sombre comme maintenant, quand tout devient confus. On a besoin des chroniqueurs, des analystes politiques, parce que vous êtes censé connaître les hommes, connaître les défis et les enjeux du moment. Des échanges bénéfiques pour le collectif de journalistes chroniqueurs politiques. Son président John Lungila rappelle ici l'importance de cette rencontre. Nous partons très satisfaits parce que nous avons reçu beaucoup de conseils auprès du président Chivis Chivwadi, qui nous a donné des orientations, qui nous a rappelé notre rôle, notre responsabilité en tant que journaliste qui traite la chronique politique pour notre pays, pour le peuple congolais et même pour la profession. Nous sommes partis avec des résultats concrets. Après échange, le président de GED a profité de l'occasion pour présenter à cette délégation quelques locaux de sa structure. Une présentation fructueuse pour les collectifs de journalistes chroniqueurs politiques qui engendrera un nouveau siège pour cette structure ici dans les installations de GED. À noter que le collectif de journalistes chroniqueurs politiques est invité à un forum organisé par l'UNPC ce vendredi. Patrick Anga, c'est vrai que Kasonga Chilunde a dit que nous sommes le quatrième pouvoir, même plus le pré-anté-pouvoir. Voilà, donc pour vous, la presse congolaise fait-elle bien son métier, franchement? Froidement. Il y a beaucoup de journalistes militants, c'est ça le problème. Il y a des journalistes... Il y en a d'autres qui font bien leur travail, mais il faut y mettre beaucoup d'objectivité, beaucoup de passion. Le journalisme, c'est un peu comme la politique, c'est un peu comme la médecine, c'est un peu comme ceux qui enseignent, l'enseignement supérieur et même primaire. Donc ce sont des métiers de vocation. Il faut avoir une vocation. Et il faut avoir l'âme journaliste. Quand vous n'avez pas l'âme journaliste, vous êtes un fripou, donc vous êtes un loup dans la bergerie. Or, il y a beaucoup de gens qui sont venus dans le journalisme aujourd'hui pour se faire connaître, pour avoir certaines facilités, mais pas avec l'âme journaliste. Paulette Kimuntu a peut-être l'âme journaliste, il faut la féliciter, mais ce n'est pas tout le monde qui a cette âme-là de chercher l'info, de faire des enquêtes, de faire des bons papiers, d'écrire souvent, de lire, de s'informer, de savoir comment fonctionne l'État. C'est ça. Est-ce que selon vous, c'est une question que nous avons soulevée lors de ce forum, y a-t-il des hommes politiques qu'on doit blacklister, selon vous? Comment ça, je blacklistés, qui ne peuvent pas passer dans des chaînes de télévision, qui n'aient pas une vie médiatique, vu leur passé, vu leurs actions. Selon vous, Patrick Anga? La Constitution ne l'autorise pas. Nous sommes tous humains, nous pouvons faire des fautes et nous pouvons payer les conséquences de ces fautes.
Et lorsqu'on a payé les conséquences d'une faute devant la société, nous pouvons être réintroduits, si on peut le dire, ou bien réhabilités. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait des sanctions infinies, non? La société est là pour corriger certains de ses fils qui, des fois, aussi se méconduisent. Ok. Voilà, Patrick Anga, merci à toi, président de la Ligue des jeunes du PPRD, pardon. J'espère qu'il y aura beaucoup de jeunes cette fois-ci pour les élections. Vous allez, parce qu'on se bat pour le renouvellement de la classe politique. Vous êtes d'ailleurs... Vous ne sentez pas comment ça bouge, la jeunesse PPRD? Voilà, donc il y aura beaucoup plus de candidats jeunes cette fois-ci. Bien sûr, cela est la volonté de notre secrétaire général Henri Mova Sakani, qui travaille beaucoup avec les jeunes, mais aussi la volonté de l'initiateur de notre parti qui tient au renouvellement de la classe politique via les moyens légaux, donc l'élection. Vous êtes jeune, vraiment la toute dernière question. Est-ce que les politiques aujourd'hui vous ont déçu ou vous avez gagné quelque chose en les côtoyant? Pardon? Les politiques d'aujourd'hui vous ont-ils déçus ou vous avez gagné quelque chose en les côtoyant? Ce n'est jamais une structure homogène. C'est une classe faite des singularités. Il y a des personnes qui ont des atouts énormes et qui aident beaucoup la jeunesse. Je peux notamment parler de notre secrétaire général et de plusieurs autorités dans l'ombre qui aident énormément la jeunesse. Mais il y a aussi beaucoup dans cette classe politique qui n'ont pas servi de modèle à la jeunesse, qui se sont méconduits, qui se sont comportés de nature à donner un certain dégoût à la jeunesse. Et voilà pourquoi beaucoup de gens pensent qu'aujourd'hui, il est important de tabler sur le renouvellement de la classe politique. Merci à Patrick Anga d'être passé à la barre. L'expression est consacrée. Merci à toute l'équipe technique. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Merci à mon habilleur, Vlisco, l'habilleur qui habille les femmes, permettez l'expression. Merci donc à celle qui m'a habillée aujourd'hui, Marcia Création. Merci encore une fois à Vlisco qui a songé à nous les femmes des médias pour ce mois de mars. Merci parce que vous nous sublimez, parce que à part l'intelligence, la femme c'est aussi la beauté, qu'on le veuille ou pas. Merci à vous mesdames et messieurs, on se retrouvera la semaine prochaine avec le même plaisir. Inch'Allah.